Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Nous commencerons par la victoire en Euroligue de Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Après 6 rencontres européennes, la Roca Team en a gagné 3 et perdu 3 également. Et vous pourrez écouter le champion de NBA, ancien joueur tricolore, Ronny Turiaf, à propos de la rencontre et plus largement concernant l'équipe monégasque. Monaco Disease Power organise ce mercredi sa soirée de gala. Cette association s'occupe d'enfants et d'adultes souffrant de handicaps mentaux. Nous serons avec la présidente de Monaco Disease Power. Le harcèlement à l'école est un véritable fléau. Ne serait-ce qu'en France, selon le ministère de l'Éducation, 700 000 enfants seraient harcelés. À l'occasion de la journée nationale du harcèlement scolaire, le 18 novembre, la compagnie Florestan, en collaboration avec 3 associations, prépare une pièce de théâtre. Autre fléau, les violences domestiques, qu'elles soient physiques ou morales. Nous recevrons pour faire le point sur ces drames familiaux Véronique Segui-Charlot, le directeur de l'action et de l'aide sociale. Et pour finir, nous irons en mer afin de suivre l'installation d'un récif artificiel au large du Larvoto en l'honneur d'Albert Falco, un ancien collaborateur du commandant Cousteau. Dwayne Bacon, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il est bien connu dans le monde du basket et il vient de signer avec la Roca Team. C'est le 2e joueur après Mike James à venir directement de la NBA. Et il était présent hier au soir pour regarder le match dans la salle Gaston Médecin, match opposant à Monaco face à Belgrade en Euroligue. Un duel que ses futurs coéquipiers ont gagné 70-62. Le résumé de cette rencontre très serrée avec Frédéric Hélion. Après 3 défaites, la Roca Team a réenclenché la marche avant avec une victoire face à l'Étoile Rouge de Belgrade au terme d'un immense combat. Face à la 2e meilleure défense d'Euroleague, Monaco réalise un très bon premier quart-temps. Danilo Andouzic et Alpha Diallo inscrivent 14 des 21 points de l'équipe. Yacouba Ouattara règle la mire à 3 points, 21-12 pour la Roca Team après 10 minutes. Discret à Vitoria, Donta Hall fait exploser la salle Gaston Médecin avec un dunk rageur. Monaco fait la loi au rebond, 15 rebonds offensifs sur l'ensemble de la rencontre. Sur ce end-one de Hall, Monaco prend le large, plus 12. Belgrade réagit avec un 10-0, avec Nate Walters, meilleur marqueur côté serbe avec 18 points. Sur ce 3 points d'Olins, l'Étoile Rouge revient à -2, mais Donatas Motiejunas, 14 points, 8 rebonds, fait la misère aux intérieurs serbes. Juste avant le buzzer de la mi-temps, Paris Lee score et donne 5 points d'avance aux siens, 41-36. Belgrade revient des vestiaires le couteau entre les dents, une grosse agressivité des 2 côtés du terrain. Nikola Kalinic prend les choses en main, un 9-0 pour les Serbes qui passent devant 45-41. Alpha Diallo, 19 points, 7 rebonds, 3 interceptions, stoppe l'hémorragie avec 4 paniers dans ce 3e quart-temps. Pas en réussite au tir, Mike James rentre un shoot du parking et égalise 52 partout. D'accord, il marque à 3 points à 12 mètres. Le dernier quart-temps est d'une intensité folle, ça défend dur des 2 côtés, peu de points inscrits. Les joueurs d'expérience sont au rendez-vous, Motiejunas avec ses moves au poste bas et Mike James à 3 points, plus 4 Monaco, 5 minutes à jouer. Walters ramène Belgrade à une possession, -3 à 1:30 du buzzer. Mais Alpha Diallo, MVP de la rencontre, est décisif sur les dernières possessions par son apport au rebond offensif et sa solidité sur la ligne des lancers francs. 70-62, grosse victoire de la Roca Team. First of all, it's very important that we finally get that win in EuroLeague to get back on the right track. We knew that it's going to be a tough game, like on small points, because Red Star is playing the best defense in EuroLeague so far. So we knew it's going to be a hard game, and we knew that the team who going to win is going to be the team who play better defense. So we showed great defense today, like most of the game, and that's why we won the game. We were calm in some crucial moments at the end, so that was the key of this win. When you play the team who really play 40 minutes aggressive defense, and you cannot find good, even to share the ball, to play our basketball. But on the other side, we do a great job first to stop the rebounding of Red Star, because this is one of the goals for tonight, and with some, of course, tough defense for us too. One offensive rebound, one mistake, this is the game. Like you see, the one moment can decide about the game. It's always extra motivation against Red Star because
I'm a fan of Partizan, so I like to play against Vestar, and it always is the win is even more sweeter. So that's the really special for me when we get that win against them. Et un autre gros défi attend Monaco vendredi soir avec la réception du CSKA à Moscou, un des favoris de la compétition. Il y avait du beau monde à la salle Gaston Médecin pour cette affiche face à l'Étoile Rouge de Belgrade, et notamment Ronny Turiaf, l'ancien pivot de l'équipe de France, champion NBA avec Miami en 2012. Il donne son avis sur cette rencontre et sur l'arrivée de nombreux joueurs NBA en Euroleague au micro de Frédéric Elion. C'est un très bon match disputé avec un match de run, deux équipes qui jouent agressivement, du beau jeu, à un moment un jeu de fatigue, donc il fallait s'adapter. Et au résultat, un match qui a été disputé jusqu'à la fin, donc c'était vraiment un très beau match de basket, type Euroleague. Je pense que dire que les joueurs NBA qui reviennent à le championnat qui a plus de niveau, ce serait quand même parler du niveau auparavant qui n'était pas élevé. Je pense que le niveau auparavant était presque, pourquoi pas, aussi élevé, mais qui n'était pas assez médiatisé. Et donc aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y ait plus de joueurs NBA, on le voit plus. Il y a plus d'yeux qui vraiment analysent le jeu pour justement se dire « Ah ouais, en fait, ça joue bien, ça joue physique, ça joue avec différentes stratégies. » On a vu aujourd'hui que c'était un peu un jeu d'échecs. Donc je pense que le fait d'avoir plus de joueurs NBA donne beaucoup plus, je vais utiliser un mot anglais, exposure à ce système qui est un système super intéressant. On ne referme pas cette page basket et on vous retrouve, Alexandra Pani, pour un point info sportif. Bonsoir Fabien. Oui, après les hommes de la Roca Team hier soir, ce sont les joueuses du MBA qui porteront les couleurs d'Octobre Rose lors de leur rencontre de samedi. Des animations sont prévues. L'entrée est à 5 € pour les non-licenciés et l'ensemble des gains de cette soirée sera reversé à l'association Pink Ribbon. Rendez-vous donc au gymnase de l'Annonciade lors du match qui les opposera à l'US Orthez Basket à 20 h ce samedi. Le public est attendu au Louis II ce jeudi matin. Oui, pour suivre exceptionnellement l'entraînement des joueurs de Kovac à 11 h. Cela faisait plus de 2 ans que les supporters rouges et blancs ne pouvaient plus assister à ces entraînements. L'accès sera bien entendu gratuit, mais il faut bien réserver votre billet sur le site de la billetterie du club et se munir d'un pass sanitaire valide. Joli podium sur la glace pour un patineur du Skating Club of Monaco. Son visage n'est pas forcément familier du grand public. Davide Luton-Brain est un jeune patineur originaire de la Principauté. Il vient de décrocher la 3e place lors des trophées de la métropole Nice-Côte d'Azur, une compétition internationale. De retour à Annecy où il s'entraîne toute l'année, nous l'avons interviewé pour le découvrir un peu plus. Faire un podium sur une compétition internationale aussi importante que celle-ci, ça fait du bien. Donc j'étais assez content. J'ai commencé le patinage donc en 2008 sur la patinoire du Port et depuis j'ai fait quelques années là-bas. J'ai fait 6 ans à m'entraîner sur Monaco et un peu sur Nice, et après je suis parti à Annecy pour faire du haut niveau. À Monaco, Disease Power a été créé en 2007 et prend en charge des enfants et adultes souffrant d'handicaps mentaux, physiques ou de maladies mentales. La soirée de gala de cette association se déroule ce soir au Yacht Club. Nous sommes avec sa présidente, Muriel Nathalie Laure. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Que représente cette soirée pour l'association Monaco Disease Power? C'est important, j'imagine. C'est important parce que c'est le rendez-vous annuel que nous avons avec nos amis, nos donateurs, nos partenaires. Et il est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés, donc c'est un point d'étape à nouveau et ça fait du bien. Un thème cette année, l'Écosse. Alors pourquoi l'Écosse et que va-t-il se passer durant cette soirée? C'est une idée qui était venue en décembre 2020 alors qu'on était en pleine restriction sanitaire et c'était assez sévère. Et peut-être, je dirais, une envie de voyage et que j'ai eu envie de faire partager avec nos amis. Où en est-on du fonctionnement de Monaco Disease Power? Parce qu'avec la crise sanitaire, le confinement, ça a été compliqué, j'imagine. Où est-ce qu'on en est? La crise est passée? La très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, toutes les familles et tous les jeunes et moins jeunes qui étaient concernés, en fait, étaient en demande pour venir nous retrouver et on a pu les recevoir. On a pu les recevoir parce qu'on a pu ouvrir les portes, parce qu'on a eu des aides qui nous ont permis de reprendre de manière très très facile. Et je dirais, ça marche extrêmement bien, si je peux m'exprimer ainsi. Comment se portent les personnes qui bénéficient du soutien de votre association? Elles sont heureuses. Alors bon, évidemment, les contraintes qui ont été liées à la crise sanitaire
ont été peut-être un peu difficiles pour eux parce que quelquefois il n'y a pas effectivement la compréhension que nous on peut avoir des nécessités, du respect des gestes barrières et notamment le port du masque qui peut-être quelquefois peut les surprendre, mais avec de la pédagogie, de la patience, ce sont des personnes qui ont été franchement formidables et moi je dis toujours, je crois que c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins concernant votre association? Que peut-on faire pour vous aider? Je dirais déjà être présent dans des événements comme celui de ce soir, parce que déjà c'est un grand témoignage d'amitié, c'est une reconnaissance effectivement de notre association, du travail qu'on fait et de la réalité des familles aussi avec leurs difficultés au quotidien dès lors qu'elles ont un enfant handicapé. Également, et bien sûr, on a besoin de donations, puisqu'on est 100% financé par des donations. Le fonctionnement de la maison d'amis, de la maison des copains est très important et effectivement, on a besoin de soutien, notamment pour faire des travaux supplémentaires, pour entretenir les bâtiments. Et puis, nous avons dans nos cartons le projet de construction d'une troisième maison d'accueil pour des séjours de longue durée, pour des personnes adultes avec autisme. Et ça consiste en la création de 2 logements inclusifs qui accueilleraient chacun d'entre eux 6 personnes. Et ça nous permettrait de faire un pas de plus et surtout d'aider des familles que nous connaissons et que nous suivons depuis des années qui pourraient mettre leur adulte sans structure d'accueil, parce que je précise sans structure d'accueil, parce que passé un certain âge, il y a de grandes difficultés pour les jeunes adultes avec handicap, alors que ce soit handicap mental ou autisme tout simplement, de trouver une structure d'accueil. Donc ça permettrait de faire des passerelles et des relais pour leur avenir. Écoutez, j'espère que le message est passé. Muriel Nathalie-Laure, merci. Merci beaucoup. Aussi. Restons dans le domaine associatif. 3 associations monégasques ont souhaité s'unir afin de dénoncer toute forme de harcèlement. Une pièce de théâtre se prépare grâce à la participation de la compagnie Florestan à l'occasion de la Journée nationale en France non au harcèlement qui aura lieu le jeudi 18 novembre. Vanessa Dessier a assisté à l'une des dernières répétitions. Reportage. Destinée à sensibiliser un large public, la pièce Tous unis contre le harcèlement s'inscrit dans le plan d'action et de prévention du gouvernement princier. Au travers d'une émission de jeu, différentes scénettes en situation de harcèlement seront ainsi abordées de l'intérieur, comme des témoignages traitant différents types de harcèlement et leurs conséquences. La pièce a été écrite par Frédéric de Chambure de l'association Action Innocence à Monaco. Et nous avons simplement mis en scène et nous avons prêté les comédiens, voilà, qui étaient tous enchantés d'ailleurs dans les comédiens. On est une vingtaine de comédiens sur scène malgré tout. Et on a des enfants, des adultes. Et on a également des personnes qui vont venir nous aider. Enfin, c'est une petite surprise. La VIP, l'Union des femmes monégasques et Action Innocence ont souhaité s'unir afin de faire passer un message fort. L'idée est venue toutes les 3, on en a discuté. Le harcèlement, c'est un sujet d'actualité, c'est malheureux. Il y a des enfants qui se suicident, il y a des adultes qui sont mal. Donc on a dit qu'il fallait qu'on intervienne et qu'on fasse quelque chose. Ce qui m'a plu quand on a commencé à en parler toutes les 3, c'était justement de collaborer avec 3 associations, qui est cette union, qui est ce travail entre nous. Et ça déjà c'était un point qui était très important pour nous à l'Union des femmes monégasques, de se dire voilà, il faut se serrer les coudes, il faut mettre toutes nos compétences au service de différentes causes. Et là dans le cas présent c'est le harcèlement. Tous unis contre le harcèlement, une pièce à découvrir le samedi 13 novembre prochain au Théâtre des Variétés. Une représentation qui sera suivie par une table ronde qui aura pour vocation de répondre aux questions du public. Une pièce donc en lien avec la journée du harcèlement le 18 novembre. Sachez que quelques jours plus tard, le 25 novembre, sera dédié à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et avant de célébrer entre guillemets ces dates que sont le harcèlement à l'école et les violences faites aux femmes, nous voulions nous entretenir avec Véronique Ségui-Charlot. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le directeur de l'action et de l'aide sociale et nous voulions sur Monaco Info parler de la violence domestique dans sa généralité. Alors déjà première question, quelle est la définition d'une violence domestique ? Alors Fabien, la différence entre violence domestique et toutes les autres violences, la violence domestique ou intrafamiliale et la violence conjugale, donc au sein d'un couple, avec la violence qui s'exerce aussi entre les membres d'une même famille, donc un adolescent qui pourrait être violent par exemple sur ses parents. Ah bah alors c'était ma question suivante, ça concerne les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde peut être concerné par une violence domestique. Alors c'est vrai que la violence domestique concerne tout le monde.
en termes de statistiques, ce sont souvent les femmes qui sont le plus concernées par la violence conjugale. Et comment identifie-t-on des violences domestiques, conjugales? Parce qu'il y a plusieurs types de violences, hein. Il n'y a pas que la violence physique, j'imagine. Alors la violence conjugale, effectivement, est assez large, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la violence conjugale n'est pas juste un phénomène de crise entre un couple qui se déchire, c'est vraiment un phénomène particulier, parce qu'on va être sur une histoire d'amour déjà, hein, et tout commence par là, donc c'est difficile pour la personne qui est victime de s'identifier comme une victime, de comprendre qu'elle est dans une relation nocive, et donc d'y mettre un terme. Donc pour ces personnes-là, c'est vrai que c'est compliqué de voir la situation telle qu'elle est, mais souvent, on remarque un phénomène de conditionnement, d'emprise, une réelle volonté d'atteinte à l'intégrité de l'autre. Et c'est ça qui différencie la violence conjugale d'une situation de crise de couple. D'accord. Vous avez pu là le remarquer, hein, depuis le début de cet entretien, un QR code est affiché sur votre écran et redirige directement sur une page où vous en saurez plus, vous aurez plus d'informations concernant les violences domestiques. Quel est le constat en principauté? Est-ce que l'on a des chiffres? Est-ce que l'on a des informations concernant ces violences domestiques? Oui, l'INSEE publie depuis 2 ans des chiffres sur les violences faites aux femmes. Donc sur la dernière publication qui est apparue en janvier 2021, on avait à peu près une 40aine de femmes. Alors les statistiques sont très sensibles, donc c'est difficile d'obtenir vraiment des chiffres exacts. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a à peu près une 20aine de situations qui sont allées jusqu'à la voie judiciaire. Et que fait votre service pour lutter contre ces violences-là? Quelles sont vos missions, vos rôles? Je sais que là, vous avez une brochure, par exemple, en ce moment, que vous avez éditée. Alors, pour l'instant, effectivement, cette brochure va être diffusée à travers la Principauté pour essayer d'informer au mieux les personnes. Mais c'est vrai que la division d'action et d'aide sociale a pour vocation de prendre en charge les victimes. Donc, effectivement, nous sommes un des partenaires. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec la VIP, qui est l'association d'aide des victimes d'infractions pénales. Et donc, nous allons pouvoir leur apporter à ces victimes un accompagnement social, psychologique, financier et surtout une mise à l'abri en cas de situation d'urgence. La VIP, de son côté, va pouvoir donner un accompagnement juridique, psychologique aussi, sur un accompagnement aux démarches et aussi une mise à l'abri en cas d'urgence quand la DASO est fermée. Et l'idée de cette brochure, justement, c'est de pouvoir sensibiliser cette population, sensibiliser les femmes, justement, sur tout ce qu'elles peuvent obtenir comme aide auprès de la VIP, de la DASO, connaître leur parcours judiciaire si elles décident de s'engager là-dedans, connaître aussi les mesures de protection qui pourront être définies en leur faveur, et puis surtout, c'est de pouvoir leur permettre de sortir de cet isolement et de sortir du silence. Et vers qui, justement, très concrètement, la victime peut se tourner pour obtenir de l'aide? Que faut-il faire lorsque l'on est une victime de violences domestiques, de violences conjugales? Alors, ce qui est très compliqué quand on est victime de violence, c'est qu'il n'y a pas un parcours bien défini. Ça appartient vraiment à chaque personne parce que chaque histoire est singulière. Donc, effectivement, elles peuvent aller au CHPG si elles ont besoin de soins, si elles ont besoin de faire constater les blessures. Elles peuvent aller à la DASO ou à la VIP si elles ont besoin d'accompagnement. Elles peuvent aller, effectivement, à la sûreté publique pour déposer plainte. Mais on s'aperçoit que les victimes de violence, finalement, ont leur propre rythme, leur propre histoire. Et elles vont aller une fois, 2 fois, plusieurs fois au même endroit ou pas du tout. Et parfois sur 1 mois, 2 mois, des années. Et parfois, on s'aperçoit effectivement qu'il faut beaucoup de temps pour ces personnes pour enfin sortir de ce schéma. Et peut-être un dernier conseil que vous pourriez donner, c'est quoi? C'est surtout de ne pas se taire? Effectivement, c'est difficile de donner des conseils parce que je pense qu'il faut vivre cette histoire. Donc vraiment, ce qu'on essaie de dire à ces femmes, c'est que si elles ont ce choix, parce qu'il faut respecter leur choix, sauf effectivement s'il y a une situation d'urgence, alors là il ne faut pas hésiter effectivement à téléphoner à la police, mais ça reste leur choix, leur rythme, et si elles font ce choix de sortir de cette situation, nous sommes là pour l'aider, et effectivement il y a un maillage assez fort en Principauté, une réactivité assez forte en Principauté pour pouvoir les prendre en charge en toute sécurité. Très bien, Véronique Segui-Charlot, merci d'avoir répondu à mes questions et éclairé sur ce domaine qui est grave, hein, bien sûr, la violence domestique. Merci Fabien. On passe à un tout autre sujet. Un récif artificiel a été installé au large du Larvoto en l'honneur du premier océanaute Albert Falco, un des proches du commandant Cousteau. Un événement en présence du souverain. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus et du plongeur Grégory Lecoeur. Près de 10 années après la disparition d'Albert Falco, le Palais Princier a souhaité honorer le second du commandant Cousteau et premier océanote par la création d'un récif artificiel en sa mémoire. C'est tout d'abord à Pierre Frolat que la mission a été donnée. L'idée, c'était de continuer son œuvre de vie
Et donc ça tombait sous le sens de faire un récif artificiel pour permettre de relancer la nature et permettre à des petites espèces de pouvoir d'une part naître et se protéger des prédateurs. On a trouvé un prestataire de service qui pouvait nous faire le récif que l'on voulait. C'est allé très très vite parce que c'était des gens qui étaient très compétents, qui ont vraiment compris ce qu'on voulait. Il fallait trouver le site, c'était simple. Et ensuite l'entreprise ProDive qui était à même de pouvoir immerger ce récif qui fait quand même presque 12 tonnes. Conçu en partenariat avec la direction de l'environnement, le récif est composé de 7 modules imprimés et assemblés entre eux. Le matériau utilisé pour sa fabrication est un béton inerte pour l'environnement marin, dont la rugosité, augmentée par la technologie d'impression 3D, est favorable à l'installation des espèces marines fixées. Pierre avait fait un croquis général du récif. On a essayé de le traduire en récif artificiel imprimé en 3D. Ce que nous avons cherché, en fait, c'est avoir une certaine complexité en termes de rugosité pour permettre aux espèces fixées de coloniser le récif et aussi de créer beaucoup de cavités dans le récif artificiel afin d'accueillir toutes les différentes espèces type céphalopodes, poissons, crustacés et serpentiformes. Albert Falco s'est éteint le 21 avril 2012 à Marseille. Il était surnommé l'homme-poisson. Cette cérémonie aura permis de revenir sur son incroyable parcours. La légende dit qu'il est né dans la mer, et ça je veux bien le croire. Et c'est peut-être le premier à avoir mis la tête sous l'eau. Et puis il a fait une rencontre en 1952 avec le commandant Cousteau. Et qui lui a ouvert les portes de toutes les aventures que l'on connaît. Et il est resté 37 ans et demi à bord de la Calypso. Donc pour marquer qu'il a été là, qu'il a existé, qu'il a fait des choses, bon, je trouve ça admirable et bon, j'en suis fière. Ouais. Ce récif artificiel pourrait être le premier d'une longue série. D'autres modules pourraient sûrement voir le jour afin de s'adapter à des structures déjà existantes. Alexandra, on vous retrouve pour les autres actualités de ce mercredi. Le ministre d'État était l'invité de l'Association des entrepreneurs italiens mardi soir au Café de Paris. L'occasion de présenter la politique du gouvernement, mais aussi de renforcer et consolider les longues relations entre les deux pays, notamment dans le domaine du travail. On connaît le programme de l'espace Léo Ferré pour la fête nationale. 2 pièces cette année encore, Gainsbourg for Kids le 10 novembre à 15 h, qui reprend les grands classiques du chanteur à tête de chou, bien entendu adapté pour les plus jeunes, et une pièce originale les 18 et 19 novembre, intitulée New. Mélanie Flacher, déléguée à l'espace Léo Ferré, nous la présente. C'est une comédie musicale participative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public va devoir, au début du spectacle, il y aura une boîte, donner des idées de titres, de lieux où se passe la comédie, des idées de thèmes, de chansons, etc. Et donc là, les 10 artistes qui seront sur scène viendront faire le spectacle adapté à ce qu'a demandé un petit peu le public juste avant le spectacle, complètement improvisé. Un moment agréable en perspective. Attention, les places sont à retirer à l'espace Léo Ferré ce jeudi. La foire attraction a débuté depuis la semaine dernière, mais cette année, les conditions d'accès ont changé, Alexandra. Il faudra sûrement s'armer de patience à certains moments de la journée, puisqu'à chaque point d'entrée cette année, en plus de la fouille des sacs, il faut à présent montrer son passe sanitaire et une pièce d'identité. Une jauge maximale a également été fixée pour éviter de trop grands rassemblements. Pour faciliter ces entrées, la mairie a mis en place sur son site internet la visibilité en temps réel de l'affluence. Donc n'oubliez pas de faire un tour sur leur page d'accueil pour vous éviter de patienter inutilement. Un mot d'art avec cette exposition de l'artiste Ivana Boris. L'exposition se tient jusqu'au 26 novembre, Fabien, dans les locaux du CFM Boulevard Albert Ier. Ivana Boris propose un travail en résonance avec la nature, sorte de communion avec les éléments et s'inspire de ses voyages dans les déserts, montagnes ou océans. Et avant de nous quitter, Alexandra, quel temps est prévu pour jeudi ? Quelques passages nuageux sont prévus, Fabien, sur la journée, mais rien de menaçant. Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi. Les températures seront agréables pour la saison avec un thermomètre qui affichera 19 degrés. Nous fêterons les Simons en ce 28 octobre. Merci Alexandra. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, comme chaque jour, vos photos de fin de journal consacrées à la belle victoire de Monaco en Euroleague hier au soir sur son parquet. Ce sont des clichés pris par Manuel Vitali. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau pour l'édition de jeudi 19 h. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt
Au revoir.